Aujourd'hui à l'émission, on trace le bilan de mi-mandat de l'administration d'André Bouchard à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu et de son conseil municipal avec l'ex-conseiller municipal Philippe Lanier. L'heure est au bilan. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant à la mi-mandat du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le temps passe extrêmement vite. Madame André Bouchard a été élue mairesse il y a 2 ans maintenant. Donc, on est à 2 ans de la prochaine élection. Un tout nouveau conseil quand même. Il y avait 8 nouvelles têtes sur 13 au total. Et Mme Bouchard qui a gagné, évidemment, par une forte majorité et son équipe également. Donc, oui, l'heure est au bilan. Et pour nous accompagner un peu dans cet exercice avec nous, collaborateur de longue date et qui lui-même a été conseiller municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville de 1998 à 2013. Philippe Lanier, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Ce matin, pendant que je préparais l'émission, vous savez, il y a toujours un sous-titre qui apparaît au bas de l'écran pour un peu résumer l'entretien qu'on a aujourd'hui. Et j'ai écrit la phrase suivante. Bilan de mi-mandat, le climat est meilleur, ce qui est vrai. Oui. Mais les résultats se font attendre. C'est un sous-titre qui est très pertinent. Si on regarde le document qui a été distribué je l'ai apporté ici, la perspective qui a été donnée, qui a été distribuée à toutes les portes. On fait état de réalisation, oui. Les parcs, il y en a beaucoup dans les infrastructures qui vont s'en venir. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est dans le mot de Mme Bouchard au début, il y a beaucoup de plans, des plans qui s'en viennent. Plan d'urbanisme, plan de conservation, plan stratégique, plan des réseaux cyclables, plan des infrastructures. Alors, c'est un conseil qui a assaini le climat, on l'a dit plusieurs fois. Et c'est ce qu'il voulait faire. Et c'est ce qu'il voulait faire. C'était ça le slogan, c'était ça la promesse. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a des conseillers à qui on a parlé qui ont hâte qu'on aille au-delà des plans et qu'il y ait des réalisations concrètes. Il y en a eu. Il y a quand même des travaux d'infrastructure. Il suffit de rouler sur séminaire pour le voir. Mais on voudrait que des engagements électoraux soient remplis davantage. Comme le faisait mention Stéphanie McFarlane dans son éditorial du Canada français, qui, elle aussi, faisait le bilan de mi-mandat, disait, bien oui, il y a des réalisations qui sont en cours, mais principalement des décisions qui ont été prises par le précédent conseil. Mais remarquez que c'est aussi normal parce qu'on ne peut pas tout changer en quelques mois, quelques semaines, voire 2 années. La politique, c'est long. C'est long à implanter des changements et avoir des réalisations. Sauf que, en même temps, Mme Bouchard, si elle se représente dans 2 ans, ce qu'elle souhaite faire, bien, elle va devoir présenter un bilan de ses réalisations. Elle veut faire des réalisations, elle veut en accomplir. Dans son entrevue la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans la même édition du Canada français, on parle de patinoire extérieure réfrigérée, on parle d'un centre de congrès. Bon, la passerelle, ce projet-là est toujours là. Mais l'Arena, une équipe de la Ligue de hockey junior major du Québec, on entend que peut-être qu'ils viendraient s'implanter. Mais ce pas des choses qui vont se réaliser, enfin, d'expérience. Moi, s'ils sont capables de réaliser ces choses-là d'ici les 2 prochaines années, chapeau, là. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Dans un contexte budgétaire, on pourra en reparler, qui n'est pas facile. Les chiffres qui circulent, qu'on ne nous confirme pas, mais quand même, c'est des hausses de taxes de 5 à 10 qui attendent les citoyens, là, en principe. Donc, c'est une difficulté additionnelle, ça. Commençons par le dossier des taxes, parce qu'on est dans l'étude du budget en ce moment. L'an dernier, le Conseil a fait le choix d'augmenter les taxes des citoyens résidentiels d'environ 3 mais d'augmenter le commercial à 9 ou 10 ce qui a fait grogner beaucoup le milieu d'affaires. Or, plusieurs municipalités ont augmenté les taxes beaucoup plus que 3 dans le résidentiel. Certains observateurs se disaient, mais pourquoi Mme Bouchard et son conseil ne profitent pas de la première année du mandat pour augmenter un peu plus? Parce que là, on a l'impression qu'on a pelleté par en avant, inflation oblige, et puis là, cette année, on n'aura pas le choix d'augmenter les taxes de manière assez substantielle. Bien, je le pense. On n'a pas vu les chiffres officiels, et d'ailleurs, il y a des gens de l'administration, moi, qui m'en ont fait part, là, qui trouvent que les taxes auraient dû être augmentées davantage l'an dernier, qu'ils ne comprennent pas. Si vous regardez encore dans ce même dépliant-là, qui a été le dépliant perspective,
30 millions par année pour les infrastructures de rue. La séparation des égouts, c'est pas un luxe, ça. La Ville n'a pas le choix de le faire. 38 millions en 3 ans, 10 millions pour les parcs naturels. Il y a beaucoup de projets et là, les taxes vont devoir être augmentées. Et là, un mot qui commence à circuler, ça, ce sont des élus qui m'ont fait part de ça. On trouve qu'il y a beaucoup d'employés à la Ville. On trouve qu'il y a beaucoup d'employés à la Ville et je crois qu'on a demandé des rapports pour savoir exactement combien il y en a parce que les élus veulent questionner cette donnée-là. D'ailleurs, le Canada français avait fait un texte là-dessus au courant de l'année dernière sur le nombre d'employés à la Ville. Bon, parce qu'il y a l'inflation, il y a le fait que l'économie est au ralenti. On a vu tout récemment, d'ailleurs, le surplus de la Ville. On nous a habitués pendant longtemps là, à des surplus de avec plusieurs... les taxes de droit, sur les droits de mutation qui entraient. La fameuse taxe de bienvenue. Oui. Or là, on a un surplus d'à peine 1 point quelque chose million sur un budget de 200. C'est rien ou c'est presque. Rien, exactement. C'est rien. Donc, la marge de manœuvre, elle n'est pas là. Ah, la marge de manœuvre n'est pas là. Puis, n'oubliez pas une chose aussi. Si vous avez vu, là, la semaine dernière, les gens renouvellent leurs hypothèques aussi. Et ça va augmenter de façon importante. Alors, la Ville va se trouver dans une position où elle va devoir taxer davantage des citoyens qui sont déjà sollicités ailleurs par l'inflation, par les banques. Ce n'est pas un contexte facile. Bon, allons-y morceau par morceau dans les principaux enjeux et dossiers. Commençons par les Montgolfières. Oui. Montgolfières a célébré le 40e anniversaire. On a modulé la formule cette année. On a coupé 2 journées sur 9. On a réparti ça sur 2 fins de semaine. Il y a eu une belle activité dans le Vieux-Saint-Jean, d'ailleurs, mais une météo horrible. L'an dernier, finalement, on pensait avoir un surplus. Finalement, ça s'est soldé par un déficit de 400 000. Mes sources m'indiquent que cette année, on devrait avoir un déficit aux alentours de 800 000 $. J'ai même entendu 1,2 million. Bon, on est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Là, la corporation du festival doit re-signer son entente avec la Ville. Il y a des rencontres qui vont se faire dans les prochaines semaines. On est en même temps à l'étude du budget. Philippe, c'est quoi l'avenir du Festival de Montgolfière? On dit qu'on tient aux Montgolfières, mais en même temps, on ne pourra pas perpétuellement assumer des déficits. C'est une bonne question. Puis moi, je le formule d'une autre façon un peu. Est-ce que le festival est encore une vache sacrée à Saint-Jean? Est-ce qu'on peut se permettre de se passer du festival? Les sons de cloche que j'ai, c'est qu'il y a une volonté de maintenir le festival. Mais parce que c'est quand même l'image de marque de la Ville. Maintenant, l'identité de cet événement-là, il y a quelques années, là, on y allait, c'était l'événement le plus familial. Rappelle-toi de ce slogan-là pour les enfants, les là, jeux. on a changé le positionnement. On a changé un peu le positionnement. Est-ce que les gens de Saint-Jean, ça fait 40 ans qu'ils vont au festival, est-ce qu'il y a comme une lassitude? J'espère que non. Mais la question se pose. Et là, le chiffre qu'on donne, là, il n'y a personne à l'interne, moi-même, quand même dans les hautes sphères, capable de nous confirmer le montant exact. Ils ne le savent pas, le montant du déficit encore. Et on m'a laissé entendre que tout était sur la table, là. Mais maintenant, sans nécessairement mettre la clé dans la porte, mais de revoir la formule de fond en comble. Bon, possiblement. On ne sait pas. Certains évoquaient une formule un peu comme celle de Albuquerque au Nouveau-Mexique, qui est le plus gros festival de Montgolfière. Il n'y a pas de spectacle. On n'est pas dans une dynamique de divertissement. Donc, il y a des Montgolfières dans le ciel. Oui. La ville est Montgolfière, mais... Bon, mais prenons cet exemple-là. Est-ce que le festival, sans les spectacles, aurait autant de rayonnement? Je ne suis pas certain, là. Parce que tu as des gens qui viennent au festival pour les spectacles. Ils sont un peu coincés. Ils ne peuvent pas éliminer les spectacles. Puis s'ils éliminent les Montgolfières, bien là, on enlève l'âme du festival. Donc, l'avenir du festival de Montgolfière, c'est un dossier chaud à suivre. Puis, et ce qu'on me dit ce matin même, c'est que tant qu'on n'a pas les chiffres finaux, on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Bon. Donc, autre dossier qui est chaud, c'est celui de l'avenir du boisé à l'île Sainte-Thérèse, projet d'une école primaire. Ouais. La mairesse qui dit, écoutez, là, les terrains coûtent plus... Normalement, les villes fournissent les terrains au centre de services scolaires. Or, les terrains, il n'y en a plus, ou quand il y en a, ils sont extrêmement chers. Donc là, on a de l'argent qui dort sur une tablette à Québec pour un projet d'école, mais on n'a pas de terrain. Non. Et il faut que la ville achète le terrain. Alors là, les derniers articles qu'on a vus, c'est que le Conseil aimerait que cette obligation-là soit enlevée et que le gouvernement n'oblige pas la ville à payer pour ce terrain-là. Ça vient de faire un autre trou dans le budget de la municipalité. Bon, et on a vu le choix du Conseil à l'égard des fameux 4 terrains
boisé de l'île Sainte-Thérèse, les 4 terrains qui sont sur le côté du boulevard Baillargeon, près du canal. On a essayé de modifier un peu la réglementation au niveau de l'urbanisme pour rendre ça un peu compliqué. Mais encore là, ça ne fait pas l'affaire de certains citoyens qui souhaitent que la ville fasse l'acquisition. Totalement. Exact. Effectivement. Mais je pense que leur choix est fait là-dessus, qu'ils ne le feront pas. Là. Clairement. À moins qu'il y ait un changement, je crois que la ville va développer ces terrains-là. Mais pour l'école, est-ce que, sauf erreur, il me semble qu'on envisage la construire aussi à l'extérieur de l'île Sainte-Thérèse? Là. Ben oui, parce que s'il n'y a pas de terrain... Ou que les terrains sont trop dispendieux. Donc, un autre beau dossier. Parce qu'encore une fois, l'argent dort, là. L'argent à Québec. À Québec. Oui. Mais l'argent pour acheter le terrain, non. C'est à Saint-Jean, puis lui, il ne dort pas. Il n'est pas encore là. Bon, parlons de préservation d'environnement. Il y a le dossier des golfs, où on pensait, avec le fameux sondage des citoyens qui était assez clair, les gens ne veulent pas de développement dans la zone des terrains de golf à Saint-Luc. Bon. Pas qu'on pensait que c'était mort et enterré. D'ailleurs, plusieurs se questionnaient à savoir pourquoi le Conseil s'entêtait à continuer la consultation alors que la réponse est assez claire. Or, il y a quelques semaines, je recevais le conseiller du quartier, Marco Savard, qui dit non, on continue la consultation, puis on pense qu'il y aurait quand même une partie qu'on pourrait peut-être développer. Donc, on semble vouloir vraiment continuer dans l'idée, parce que Marco Savard disait, écoutez, une ville, ça a besoin de revenus, on pense qu'il y a des terrains qu'on pourrait développer, puis que ça pourrait bien, disons, s'arrimer avec le reste. Là. Donc, visiblement, on continue d'aller dans cette direction-là. C'est une question à plusieurs volets, là, ça. Là. Premièrement, effectivement, j'ai les mêmes informations que toi, des membres du Conseil qui nous confirment un intérêt pour développer dans une proportion d'environ 25 %. On parle des terrains de la rue de la Bergère et de la rue des Échevins et d'en préserver 75 % de cet espace-là. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on veut, en fait, en développant ces terrains-là, financer l'éventuelle passerelle qui enjamberait l'autoroute 35 à la hauteur du stade de soccer ou un peu plus loin. Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils l'ont calculé, j'imagine que oui, mais si on regardait encore le Canada français de la semaine dernière, je ne sais pas si tu as vu le nombre de déversements qu'il y a dans Rivière-Richelieu. Ça laisse entendre que les égouts sont peut-être un peu saturés. Je ne sais pas, je ne suis pas un ingénieur, mais bon. Et aussi, on nous dit que la capacité de fournir l'eau potable à la municipalité, elle est limitée aussi à, je pense, 5 ou 6 000 nouvelles portes. Alors, si on développe au-delà de ça, bien là, il faut agrandir l'usine, il faut aménager les infrastructures. Est-ce que ce sera si rentable? Je ne le sais pas. Comme je te dis, je n'ai pas toute l'information, mais il faudrait le voir. Par ailleurs, ce que nous avons appris, c'est que la semaine dernière, il y a eu une présentation au comité des fonctionnaires à propos du terrain des golfs. Et là, il y a des élus qui n'étaient pas contents de ce qui leur était présenté, qui ont blâmé les fonctionnaires pour la façon dont le travail avait été fait, ce qui a amené l'équipe de fonctionnaires de la municipalité à quitter le caucus et à laisser les élus discuter entre eux. Et ce qu'on me dit, moi, au niveau de la fonction publique, c'est, écoutez, les élus doivent se parler. On trouve que l'équipe ne se parle pas assez et ne prend pas des décisions concrètes avant d'arriver devant les fonctionnaires. Alors, la fonction publique trouve que les élus devraient, entre eux, arriver davantage à des consensus avant d'arriver devant les fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires, ils veulent avoir leur juste. Bien, c'est ce qu'on nous dit. Dites-nous sur quoi travailler. Les fonctionnaires veulent leur juste. Ils ne veulent pas que le conseil fasse un pas en avant, 2 pas en arrière. OK? Et les élus, eux, auraient voulu que les fonctionnaires soient arrivent avec des prévisions de développement plus rapides que dans 2 ans. Parce que le plan qui était soumis, je crois que c'était d'intégrer le développement des golfs, un PPU, comme Mme Bouchard l'avait demandé, mais ça ne se faisait pas avant encore plusieurs mois. Et ça, les élus n'auraient pas été satisfaits de ce plan-là qui était présenté. Bon, quand on parle d'infrastructure, on a vu récemment la décision du conseil municipal de laisser tomber le projet du chemin des Patriotes dans le nord de Saint-Athanase. Donc, visiblement, la facture est beaucoup trop élevée dans le périurbain. C'est une bonne décision, ça? Bien, c'est une bonne décision. Moi, j'avais fait, rappelle-toi, la dernière campagne électorale, j'ai fait du porte-à-porte un peu dans tous les secteurs, là. Et c'était clair dans ce secteur-là qu'il n'y avait pas de consensus, que les gens ne voulaient pas ces travaux-là. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une minorité de gens qui voulaient l'aqueduc, mais la majorité n'en voulait pas parce que c'est trop
c'est trop dispendieux. Est-ce que c'est une bonne décision? Moi, je trouve que c'est bien pratique d'être lié aux infrastructures, à l'eau et aux égouts. Mais de là, est-ce que ça te coûte 80 000 pendant 20 ans sur ton fonds de taxes? C'est le problème. Et c'est pas subventionné, ces travaux-là. Exact. Le Conseil avait probablement pas le choix d'abandonner ce projet-là. Bon, toujours dans le monde des infras, parce que ça fait partie de cette fameuse entente. Bon, on le sait, le champ de tir à l'Acadie, qui était incommodant au niveau du bruit, a été fermé à la suite d'une entente entre le propriétaire, Dr. Luc Ouimet, Carrière-Bernier, et la Ville. Or, la Ville a jusqu'au 31 décembre de l'année en cours pour livrer sa contrepartie, parce qu'on sait que M. Ouimet a des terrains qu'il veut développer, entre autres dans le sud du comté. En plus, bien, et ceux du champ de tir, et ceux de Verna-Pierreville, la 219. Bref, il y a une entente. Or, le dossier ce qu'on appelle les terres à la tour, aucun rapport avec ma famille, ceci dit, là, dans le sud de Saint-Eugène, c'est pas prêt. Ça sera pas prêt pour le 31 décembre. Et certains ont laissé entendre que M. Dr. Ouimet n'est pas content. Il pourrait même réouvrir son champ de tir à l'Acadie au printemps prochain, là. Si ça ne marche pas, là. Je n'ai pas parlé au Dr. Ouimet, je ne le sais pas, mais honnêtement, après tous les efforts que la Ville a déployés pour régler ce dossier-là, si le champ de tir rouvre, il y a un sérieux problème au niveau de la municipalité, là. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas accompli leur contrepartie au contrat. Je pense que c'était des consultations publiques qui devaient être faites. Ouais. Je suis un peu étonné de ça. Là. Bon, pourquoi ils n'ont pas acheté ce terrain-là aussi? On ne le sait pas à l'époque. Le terrain du chantier. Sauf que visiblement, il va manquer de temps pour que la Ville livre sa contrepartie. Je ne sais pas comment va réagir Dr. Ouimet. Ils vont devoir utiliser leur talent de négociateur. La mairesse va devoir négocier... Bon, autre projet, on est dans le domaine des infras, tu y as fait référence tantôt. Le projet d'une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ouais. On sait que M. Leal, Stephen Leal, du groupe Fix Auto, là, qui a plusieurs concessions de sport à travers le monde, c'est un gros groupe, le groupe Leal, qui a d'ailleurs acheté des équipes dans la East Coast, pensez à Trois-Rivières, Terre-Neuve. Il y a aussi dans le junior majeur à Acadie Batters, le fameux Titan, mais la Ligue ne veut pas déménager l'équipe. Peut-être des projets d'expansion. On nous parle d'un gros projet d'amphithéâtre ici à l'Aréna, parce qu'en même temps, une pierre deux coups, l'Aréna est en fin de vie. Sébastien Godette l'a même dit ici en entrevue. Or, ce qu'on apprend, c'est que le groupe Leal ne bâtit pas des arénas. On opère des concessions de hockey, on a des bails à long terme avec les municipalités, avec des redevances. Mais il faut que la Ville soit le maître d'œuvre de ce projet-là pour en même temps aller chercher des subventions. Et pourtant, il n'y a toujours pas de projet d'aréna au PTI, au Programme triennal d'immobilisation. Il n'y a pas de projet d'aréna et on revient aux chiffres qu'on a donnés tantôt, des hausses de taxes qui s'en viennent, des infrastructures défaillantes. On nous dit aussi que les équipements municipaux sont vieillissants. Je t'avoue que je ne le sais pas. Et c'est pas clair non plus. Toi, tu me dis, le groupe Lee ne bâtit pas d'aréna, mais quand on parle à l'interne... ce qu'on me dit, non, ça va être seulement des heures de glace que la Ville va louer pour financer l'aréna. Alors, j'en perds un peu mon latin, là, je ne sais pas comment ce dossier-là va aboutir. Et d'ailleurs, tu parles d'aréna municipale, mais j'ai aussi entendu, on fait circuler à l'interne, que ça pourrait être à l'intersection où étaient les meubles de Niriel, là, que l'aréna pourrait être bâtie à cet endroit-là aussi, et peut-être à d'autres terrains dans la Ville. Donc, c'est pas non plus pas arrêté. Ce ne sera pas réglé dans 2 ans. Bien non, c'est ça. Oubliez ça va être extrêmement long. Bon, autre dossier aussi, on en a entendu parler durant l'été. L'autobus 96. Oui, je suis un usager, moi. Bon, qui fait le lien entre le terminus à Saint-Jean et Place Bonaventure. Là, il y a le fameux REM, mais Saint-Jean n'a toujours pas de nouvelle entente avec l'ARTM, qui gère un peu le pourtour de ces ententes-là. Ça a fait un peu de chichi durant l'été avec la mairesse, le député Lemieux et tout ça. Bref, toi, si tu étais encore au conseil aujourd'hui, tu ferais quoi avec ce dossier-là? Est-ce que tu penses que Saint-Jean devrait absolument avoir un autobus qui nous amène au 10-30 ou essayer de maintenir le plus longtemps possible la 96 vers Montréal? Dans les faits, là, pour être un usager 2 fois par semaine, moi, je pense que plus longtemps la Ville peut amener les autobus à Montréal, c'est ça qui va être le plus efficace, en d'autres mots, là. Parce qu'on le voit, le REM, il y a des ratés aussi. Puis c'est pas pratique là, de débarquer, d'embarquer. Mais maintenant... C'est une question de temps, non? Bien, moi, j'ai l'impression que le gouvernement va arriver un temps où il va dire, la Ville de Saint-Jean, vous embarquez dans la CMM ou l'ARTM et ils vont... Mais à quel prix? Bien, justement, parce que quand on va embarquer, l'essence va coûter 2-3 sous le litre de plus, nos permis de conduire de plus les taxes. Et ceci dit, du côté, j'ai discuté avec des gens au gouvernement, là,
près là, de... Et on m'a dit, le REM à Saint-Jean, oubliez ça. Donc, il ne viendra pas au 35, le REM. Et on me dit que le conseil a manqué sa chance. C'est l'ancien conseil qui aurait dû faire des représentations et que là, il est trop tard. Maintenant, ça n'empêcherait pas la mairesse de prendre le leadership, peut-être avec la mairie de Chambly, et d'essayer de créer un mouvement en faveur. Là. Mais on n'est pas là du tout. Du côté du gouvernement, on me dit que ça ne viendra pas. Bon. Autre dossier aussi qui risque d'être dans le long terme, c'est le projet du centre de congrès. On sait que la mairesse y tient beaucoup. Il y a une zone qui est identifiée là, entre l'hôtel actuel et le motel Harris. Tu penses-tu vraiment que ça va se faire? C'est comme l'Arena, comme le REM. Est-ce que quelqu'un, comme la patinoire extérieure, comme le centre Ronald Beauregard, est-ce que quelqu'un prend le leadership de ces dossiers-là et les pilote et va de l'avant avec ça? Parce que de le dire qu'on veut le faire, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des gestes concrets qui soient posés. On en parlait dans les années, tu le sais, 90 de ce centre de congrès-là. Ça, c'est bien avant le conseil actuel. Est-ce que... Moi, je ne vois pas de gestes concrets dans ce sens-là. Il y en a peut-être, mais j'en vois pas. Et il y a toujours... On revient toujours à la rareté budgétaire aussi. Bon, autre dossier, l'aéroport. Là, il y a un nouveau directeur qui finalement a été embauché. C'est sous la gouverne de NextDev. Il y a aussi maintenant Tourisme au Richelieu qui va revenir sous le parapluie de NextDev. Là, ça va se faire, semble-t-il, au 1er janvier prochain. Une formule qui avait déjà été examinée dans le passé, mais on avait fait marche arrière. Mais revenons au dossier de l'aéroport. Bon, oui, ça semble moins dérangeant pour les citoyens, mais ce n'est pas encore un dossier qui est réglé dans le sens de régler. On connaît la vision d'avenir de cet aéroport-là et ce qu'on va en faire. Non, c'est pas réglé. Et on a appris de sources quand même assez sûres que le nombre d'incidents de sécurité reliés à l'aéroport avait beaucoup augmenté. Ces dernières années, on nous parle de 122 incidents de sécurité à vérifier, là, mais l'an dernier. Et que là, le Bureau de la sécurité du transport viendrait se mettre le nez un peu là-dedans aussi, là, parce qu'il y a des choses à vérifier avec les écoles de pilotage et tout. Alors, on n'a pas encore là vu de plan. C'est une bonne nouvelle, je pense. Il y a un directeur qui a été embauché, mais il va avoir des... C'est une bonne réputation à Sherbrooke. De Sherbrooke, M. Duplain, si je ne me trompe pas. Mais encore là, c'est à faire. Mais on ne peut pas non plus mettre tout le blâme sur ce conseil-là qui arrive avec des gestes, des conseils passés non plus. J'ai l'impression que la tâche est vraiment titanesque, là. Oui, puis je voyais... Soit que c'est rien passé pendant 10-12 ans, ou bien là, tout arrive en même temps. Là. Non, mais la tâche est titanesque et c'est de plus en plus difficile. Et il y avait une manchette dans la presse hier qui disait que des conseils municipaux un peu partout au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est épouvantable. Les gens démissionnent, ils se font élire et ils démissionnent massivement. C'est une menace qui guette le monde municipal à cause de cette tâche-là. Bon, déneigement à droite. Ah! Le conseil avait-tu vraiment besoin de se mettre la main dans cette affaire-là? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Et je pense qu'ils ont clairement sous-estimé la réaction des gens. À toutes les semaines, dans le Canada français, il y a des lettres. Et ça a commencé Puis cet la neige été. n'est pas tombée encore. Et au mois de juillet, ça a commencé cet été. Ouais. Et là, c'est difficile pour l'équipe de blâmer, parce qu'on reproche à Mme Bouchard d'écouter trop ses fonctionnaires. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'était des élus qui étaient sur le comité qui a pris cette décision-là. Là. Alors, mais ils ne l'ont pas vu venir, j'ai l'impression. Parce que là, au niveau... Bon, on nous dit la sécurité, mais bon, mais au niveau économique, là, ça va coûter plus cher que prévu, là. Je pense que c'est 500 ou 700 000 de plus. Puis c'est pas certain que ça va être tant plus sécuritaire que c'était avant. Tu parlais d'élections partielles tantôt. Oui. On le sait, la conseillère district numéro 12, Jessica Racine-Lehaut, est en congé de maladie. Il y a eu aussi, évidemment, l'autre épisode entourant le tournage de vidéos pornographiques. Mais bref, tout ça pour dire qu'actuellement, elle est en congé. Et évidemment, personne ne souhaite au Conseil une élection partielle, advenant une démission de sa part avant le mois de novembre qui vient. Là. Avant, parce que si la vacance survient une année avant l'élection, il n'y a pas d'élection partielle. Donc, il reste un an. Non, ça, on nous le confirme de plusieurs parts. La dernière chose que l'équipe Bouchard souhaite, c'est une élection partielle dans l'île Sainte-Thérèse ou qui pourrait ouvrir la voie à un candidat de Démocratie Saint-Jean à ce moment-là. Bon. Et Démocratie Saint-Jean, parti politique qui a pris la relève de l'ex-équipe Alain Laplante, qui existe, qui est enregistré. On a un site web, une page Facebook. Encore cette semaine,
L'une des personnes de ce parti, l'ancienne conseillère Marilyn Charbonneau, signe un texte d'opinion sur le déneigement. Mais il refuse toujours d'accorder des entrevues aux médias. On est à 2 ans de l'élection. Est-ce que c'est pas le moment pour eux de sortir publiquement? Bien, ce qu'on me dit du côté de gens proches de Démocratie Saint-Jean, à qui j'ai parlé, c'est qu'on estime que c'est encore prématuré. On veut pas passer pour les chialeux de service et on pense que les gens ne s'intéressent pas encore tant à la chose municipale. Alors, on y va par-ci, par-là de textes. Mme Charbonneau en a signé, Mme Tremblay, Mme Lemieux en a signé sur l'itinérance, je crois M. Bergeron il y a plus longtemps. Et tu remarqueras, il y a une phrase qui revient, là, avec l'équipe Bouchard, « Payez plus et obtenez moins ». Je pense que ça, c'est un peu là, le prix-slogan? Le prix-slogan ou la ligne directrice qu'on va essayer d'amener pour attaquer l'équipe Bouchard, du côté Démocratie Saint-Jean. En terminant, là, il y a les fantômes du passé qui reviennent. Les fantômes. M. Guy Grenier, qui était jadis le chef de cabinet de l'ex-maire Laplante, donc qui a fait parler beaucoup de lui de par son rôle ou de ses factures de restaurant à Montréal. Oui, du côté de l'équipe Bouchard, il y a 2 visions là-dessus. Il y a la mairesse, on la connaît, qui est une personne qui n'est pas de nature à vouloir attaquer les gens. Ce qu'on dit, c'est que Mme Bouchard ne connaît pas Guy Grenier, elle n'a pas siégé avec lui, elle n'a pas l'intention de faire de millage sur ce dossier-là. Ce qu'on dit, c'est qu'on va laisser les journalistes faire le travail. Par contre, il y a des gens dans son équipe qui sont un peu plus pugnaces et qui, eux, nous ont dit clairement qu'ils attendent que Démocratie Saint-Jean fasse une sortie pour poser la question des liens avec M. Grenier et ce parti-là. Pour Marilyn Charbonneau, ça ne serait pas le temps de... Parce que son ex-collègue Yann Langlois, au lendemain de l'élection, avait pris ses distances avec Alain Laplante. Marilyn Charbonneau ne l'a pas fait parce que, de toute façon, il n'a pas accordé d'entrevue à ce jour. Ça ne serait pas une bonne occasion pour elle de rapidement se distancer de ça puis de passer à autre chose? Tôt ou tard, elle va devoir... On le dit à chaque fois que je viens ici, on le mentionne. Elle va devoir répondre à cette question-là. Moi, personnellement, je crois que ce serait mieux d'évacuer et de dire on repart en neuf, mais eux font un calcul différent. Puis aussi, leurs candidats, les gens qui gravitent autour, ce sont les mêmes. Alors, donc c'est peut-être difficile de se dissocier complètement. Philippe Lanier, toujours intéressant. Merci beaucoup. Okay. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Le mouvement écologique du Haut-Richelieu tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 22 novembre au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous avez de l'intérêt de près ou de loin pour cette organisation, bien, on vous invite bien sûr à contacter les actuels administrateurs ou membres du mouvement écologique du Haut-Richelieu. À demain. Bye-bye.